Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a quitté Bamako pour New York où il prendra part aux travaux de la 68e Assemblée générale de l'ONU. Le thème de cette 68e session est axé sur un programme de développement qui tient compte de la question du handicap pour 2015 et au-delà, une réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur le handicap et le développement. Donc, Ibrahim Boubacar Keïta, que vous apercevez sur ces images à l'aéroport de Bamako-Sénou, c'était son départ pour New York. Il a été accompagné par quelques membres du gouvernement, les membres des corps constitués désignés, poignée de main avec l'ambassadeur des États-Unis au Mali. Ce voyage du président Ibrahim Boubacar Keïta est sa première sortie officielle depuis son investiture à la magistrature suprême du pays le 4 septembre dernier. Il n'y a pas de position française à l'égard de Kidal, mais il y a une position française à l'égard du Mali. Cette déclaration est du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, rappelle aussi l'attachement de son pays à l'intégrité territoriale du Mali. En visite dans notre pays, le ministre français de la Défense s'est entretenu avec son homologue malien, Soumaïlou Boubé-Mega. Le compte rendu avec Brahma Traoré. C'est avec tous les honneurs militaires que le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a été accueilli par son homologue malien, Soumaïlou Boubé-Mega. Loin des caméras, les deux personnalités ont fait le point de la coopération bilatérale. Il s'agit en l'occurrence du suivi de l'opération Serval en cours au Mali. On a parlé aussi de l'action de la mission de formation de UTM Mali, que je suis allé voir ce matin à Koulikoro. Là aussi, le point et les perspectives. Et puis, le ministre m'a parlé de ses projets pour la reconstruction de l'armée malienne. Donc on a évoqué l'ensemble des sujets qui nous sont proches, qui nous sont communs pour la sécurité du Mali. Quand les défis sont communs, la recherche de solutions nécessite une synergie d'action. La France et le Mali entendent renforcer davantage leur coopération militaire pour réussir le combat contre le terrorisme et les crimes organisés. Nous allons avoir une coopération qui va se concentrer bientôt au plan bilatéral sur l'assistance à la formation, en plus de ce qui se fait déjà dans le cadre multilatéral avec l'Union européenne et les Nations Unies, donc l'assistance à la formation pour nous d'unités plus spécialisées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et contre d'autres types de menaces, et nous permettre aussi d'avoir nos propres structures de formation de manière à ce que celles que nous avons déjà avec l'Union européenne puissent devenir permanentes dans le cadre de nos propres structures, notamment en matière d'école d'application pour les officiers, et puis de la reprise de l'instruction et de la formation permanente dans les garnisons, parce que depuis 2008-2009, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait plus de formation, ce qui forcément a eu un impact négatif sur la bonne tenue même de nos forces. S'il est vrai que le Mali a recouvré l'intégralité de son territoire, la situation à Kidal préoccupe la grande partie de l'opinion nationale. Sur le sujet, le ministre Jean-Yves Le Drian rappelle la position de la France. Il n'y a pas de position française à l'égard de Kidal, ça n'existe pas. Il y a une position française à l'égard du Mali, dans laquelle il se trouve qu'il y a un certain nombre de villes, dont Kidal. Et donc nous souhaitons tout simplement que la réconciliation puisse se faire conformément aux engagements pris d'abord dans les accords de Ouagadougou et puis ensuite dans toutes les déclarations du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui l'a dit d'ailleurs au président Hollande. Donc nous souhaitons à la fois la garantie de l'intégrité et le retour de la paix. Pour ce qui nous concerne, nous sommes dans une position où nous avons les capacités et les dispositions d'esprit pour accompagner la réinstallation des services publics de l'État, faire en sorte que la souveraineté de l'État devienne effective à Kidal comme elle l'est partout ailleurs sur le territoire. Mais en même temps, nous essayons de progresser et d'avancer avec aussi le processus politique. Et le ministre Maïga de poursuivre que la France et le Mali vont conclure bientôt un vrai accord en matière de défense et de coopération militaire. Lequel accord servira de support juridique et politique pour la reconstruction de l'armée malienne.
Au cours de son séjour malien, le ministre français de la Défense a visité le centre d'instruction Boubacar Sadassi, chargé de la formation des bataillons de l'armée malienne. Jean-Yves Le Drian y a rencontré les instructeurs européens et les responsables militaires maliens. Sur place, le ministre français a réitéré l'accompagnement de son pays. Koulikoro Sédou Traoré. C'est aux environs de 10 heures ce lundi que l'hélicoptère transportant le ministre français s'est immobilisé sur la place d'armes du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. À son arrivée, Jean-Yves Le Drian a été accueilli avec les honneurs. Poignée de main de l'encadrement militaire, mot de bienvenue et de reconnaissance sur l'effort fourni par la France, explications détaillées sur les objectifs, acquis et perspectives de l'EITM, bref, tous les contours de la formation ont été expliqués aux visiteurs par le commandant du centre et le chef de l'EITM. Cette mission est également un motif d'espoir. Et je me tourne ici vers l'avenir, car cette mission contribue directement au processus de réconciliation et de retour à la paix qui n'ont jamais cessé d'être notre priorité. Sur le flanc de la colline du Nianan, champ d'entraînement des bataillons, le ministre français a assisté à la mise à niveau tactique de certains officiers maliens en charge de commander les différentes sections du 3e bataillon. À une semaine du démarrage de la formation du 3e groupement tactique interarmes, Jean-Yves Le Drian s'est adressé aux experts européens. Les 110 militaires français de l'EITM et les autres nationalités européennes ont d'abord eu les félicitations du ministre, puis écouté ses encouragements. L'enjeu pour nous est de garantir dans la durée une réponse solide et adaptée aux enjeux régionaux. Je pense notamment à 2 efforts que nous devons faire. Prolonger le mandat de l'EITM pour lui permettre de poursuivre son travail de formation de conseil et deuxièmement, envisager les modalités d'un suivi plus efficace des bataillons une fois sortis de Koulikoro. Au cours de cette visite, le ministre Jean-Yves Le Drian a reçu des cadeaux symboliques de la part du chef de la mission européenne de formation, général Bruno Guibert. Il a ensuite signé le livre d'or du centre d'instruction avant de prendre congé des experts européens à Koulikoro. Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, qui était également à Gao auprès de la force Serval, une visite qui a permis de recadrer les missions assignées aux armées françaises et maliennes dans leur lutte commune au nord du Mali. Le compte rendu depuis Gao de Daouda Zoumana Traoré. Les temps forts de cette visite du ministre Jean-Yves Le Drian ont été la revue des troupes, la visite des locaux et autres installations de la force Serval et la rencontre tripartite MINUSMA, force française et FAMA. L'assurance a été donnée par Le Drian quant à l'accompagnement du Mali par la France dans les futures missions et les responsables militaires de notre pays s'en félicitent. Les missions restent les mêmes, les priorités restent les mêmes. Il s'agit de la libération totale des régions nord du Mali. Le retour des populations déplacées dans leurs différentes localités, une administration proche des administrés et que les activités de développement dans un cadre sécurisé puissent enfin reprendre pour un Mali uni et prospère. Le ministre français de la Défense, en s'adressant à ses troupes, dira que la communauté internationale est fière du bilan enregistré par la France au Mali. Ce franc succès, poursuit-il, est le couronnement d'une armée française forte et bien organisée. L'opération Serval exemplaire ne baissera jamais les bras. De la vigilance et encore de la vigilance pour découvrir des caches d'armes et de la coopération pour traquer les terroristes encore en circulation. C'est pourquoi le système de défense et de sécurité de la grande famille de l'armée française sera orienté sur des axes prioritaires. La France, dans cette période, au Mali, aura assuré 3 fonctions, de manière différente les 3. D'abord, faire en sorte que la MINUSMA se développe, s'installe, soit soutenue, soit respectée, soit reconnue et accomplisse sa mission. Deuxièmement, il nous faudra continuer à aider les forces maliennes à se reconstruire. Et puis, troisièmement, nous, vous, vos successeurs, devront continuer à assurer cette garantie de sécurité que vous représentez. L'accomplissement de ces nouvelles orientations devra permettre au monde tout entier de se débarrasser de plusieurs terroristes et narcotrafiquants.
Plus de 30 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation du poste de sécurité du marché de Gao, ce dont vient s'ajouter à 14 autres offerts par l'opération Serval à la région de Gao. Le bâtiment est composé de bureaux et de salles de garde et va non seulement offrir à la protection civile et à la police un meilleur cadre de travail, mais aussi renforcer leur capacité dans la sécurisation du marché de Gao et des berges du fleuve Niger. De Gao, les précisions de Boubacar Babletouré. Tout est parti d'une demande pressante de la mairie de Gao en faveur de la police et de la protection civile dont les locaux ont été saccagés par les rebelles. Cette doléance adressée à l'opération Serval a été réalisée. Ces deux structures régionales chargées de la sécurisation des personnes et de leurs biens ont désormais un poste de sécurité sur les berges du fleuve Niger. Il comprend 2 bureaux, 2 salles de garde, des latrines et un fourrage. D'un montant de plus de 30 millions de francs CFA, ce poste aura une double mission, à savoir sécuriser le marché et prévenir d'éventuelles infiltrations des djihadistes et narcotrafiquants par le biais du fleuve Niger. Ce poste de police qu'on inaugure ce matin, quand le marché de légumes a été brûlé et construit par Serval, j'ai le caprice de dire au colonel Fabrice, mais il faut sécuriser mon marché. Il a tout de suite décidé, 5 jours après. Je dis merci. Cette inauguration est la 14e à laquelle Serval procède ces 5 derniers mois. Je parle du mandat auquel j'appartiens. Donc, ceci atteste de la vitalité des actions entreprises au profit des habitants de Gao et du Grand Gao, parce que ce marché, bien sûr, est pour tout le monde. Devant ce geste multidimensionnel, l'administration régionale ne pouvait que remercier les actions posées par l'opération Serval à Gao et partout au Mali. Aujourd'hui, celle que nous avons devant nous a un sens particulier parce que la sécurité relève de la souveraineté de l'État. Et Serval a accompagné l'État dans la réalisation et dans la prise en charge de la sécurité des populations. Je ne peux que leur dire au nom du gouvernement malien, merci et merci. Il ne reste plus qu'à coopérer avec les forces armées et de sécurité dans la lutte contre les malfrats. En 5e région, le Conseil danois pour les réfugiés, à travers sa base de Douanza, vient de procéder au lancement de ses activités dans la commune de Aéré sur place. Il sera mis en œuvre 2 programmes pour un coût global de 300 millions de francs CFA environ. Mustafa Doumbia. C'est avec 2 programmes que le Conseil danois pour les réfugiés entame ses activités dans la commune de Aéré, cercle de Douanza. Il s'agit de la campagne Retour à l'école et la campagne de cohésion sociale dans la commune de Aéré. Ce jour inaugure une ère nouvelle. C'est le moment de construire la paix avec une forte participation des enfants, des filles et garçons qui fréquentent l'école et y sont maintenus. Voilà pourquoi nous disons Nalande Fukabe. C'est l'époque des enfants. Le coût global des 2 programmes est d'environ 300 millions de francs CFA, financés par l'UNICEF. Les activités s'étendent sur 6 mois et portent sur le monitoring des mouvements des populations entre le Mali et le Burkina Faso, la protection et l'éducation des enfants, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, les activités de relance économique, entre autres. Notre circonscription a traversé une dure épreuve avec la rébellion qui a sévi ici dans notre circonscription. Donc si aujourd'hui des partenaires viennent à nous pour nous aider à sortir de cette crise, on ne peut que saluer l'initiative. Et surtout, lorsque cette initiative s'adresse à nos enfants. Ce démarrage des activités du Conseil danois pour les réfugiés a été bien apprécié par les maires de la commune de Aéré et par les autorités scolaires de Douanza. Nous restons dans la région de Mopti où le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement vient de procéder également au lancement des activités du débat communal dans la région de Mopti. Objectif, informer les acteurs au développement de la région sur le processus de mise en œuvre du débat communal. Aminata Touré. Cette session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD sur le processus de débat communal est une initiative appuyée par le programme d'appui aux collectivités territoriales de la GIZ et doit aboutir entre autres à encourager le dialogue entre les communautés, d'identifier les causes et conséquences de la crise actuelle.
ce croisade extraordinaire a été organisé pour partager la démarche et puis faire la sélection des communes qui doivent bénéficier de l'appui du débat communal avec l'ensemble des acteurs de la région de Mopti. Selon les autorités régionales, ce processus d'information des acteurs du développement est une étape capitale avant l'entame des activités dans les collectivités communes. Aujourd'hui, avec le retour de la stabilité et l'arrivée massive des déplacés et réfugiés, ces populations vivent une nouvelle expérience et vont s'atteler à mettre en place des projets de développement. Après les présentations sur la démarche au débat communal et celle de l'outil d'identification des infrastructures, les participants ont eu à valider les critères de sélection des communes pour ensuite procéder à l'identification des infrastructures et équipements d'envergure, cercles et régions détruits. Ils ont également dégagé des pistes pour leur remise en état. Le ministre des Maliens de l'extérieur a rencontré les Maliens de l'extérieur présents à Bamako dans le cadre de la cérémonie de la prise de fonction du président de la République, une rencontre qui a permis donc pour s'enquérir des préoccupations de nos compatriotes vivant à l'étranger et échanger avec eux sur les nouvelles orientations du gouvernement en matière de gestion des questions liées à leur existence. Nando Dambélé. La rencontre qui a eu pour cadre les jardins de l'hôtel Les Colonnes a regroupé plusieurs centaines de nos compatriotes vivant à l'étranger. Tous étaient venus non seulement prendre contact avec leur ministre de tutelle, mais aussi échanger avec lui sur leurs préoccupations. J'avoue que nous sommes comblés dans l'ensemble. Nous avons été satisfaits, non seulement de l'accueil, mais également du fait que toutes nos préoccupations ont été déjà prises en compte. Issu lui-même de la diaspora et ayant longtemps géré les dossiers des Maliens de l'étranger au ministère des Affaires étrangères, le ministre Silla était en terrain connu, d'où la grande facilité pour lui d'aborder les échanges, lesquels étaient centrés autour des préoccupations de nos compatriotes de l'extérieur. Les Maliens de l'extérieur doivent être dans le confort de leur travail, dans leur lieu de résidence. Et nous sommes formels là-dessus parce que toutes nos autorités sont obligées désormais de veiller, de défendre les intérêts de ces Maliens-là. Les nouvelles orientations du gouvernement ont été aussi abordées. Nous avons donc parlé aux Maliens ici pour qu'ils soient respectueux des textes qui les régissent dans leur lieu de résidence. Et en retour, nous allons tout mettre en œuvre pour leur véritable promotion, tant dans les investissements individuels qu'ils voudront faire que dans les investissements collectifs ou même en partenariat avec. C'est faire des Maliens à l'extérieur un capital. Rappelons que le ministre Silla était entouré à l'occasion de ses collègues de la promotion de la femme et du développement rural, des hauts responsables du parti du Tisserand. Le collectif des organisations professionnelles de la filière poisson a organisé hier sa traditionnelle course de pirogue. L'événement s'inscrit dans le cadre des festivités du 22 septembre et du début du mandat du président de la République. Le compte-rendu de Nouhoum Sissoko. Ce sont 5 pirogues de la catégorie des seniors et 4 autres au niveau des juniors qui ont pris part à la compétition. Les 2 premières places des seniors et le premier des juniors ont été primés. Nous avons 2 événements à couvrir. L'investiture du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et le 22 septembre. Pour nous les pêcheurs, notre fête, c'est la course des pirogues. L'objectif principal, c'est montrer à la nouvelle autorité du Mali que nous existons, ça c'est un. Les 2, pour leur dire que nous leur accompagnons dans toutes les actions. Cet espace permet aux acteurs de la filière poisson de faire revivre certaines de leurs valeurs culturelles. C'est du moins la conviction du ministre délégué chargé de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire. La course des pirogues constitue l'une des grandes activités sportives, culturelles et populaires en milieu pêcheur. Elle incarne l'esprit de solidarité, de courage, d'opiniâtreté. Aussi, nous avons la ferme conviction que la course des pirogues contribue beaucoup à l'épanouissement du tourisme, à la protection de l'environnement. La cérémonie a été ponctuée d'animations folkloriques somono, de la troupe masque et marionnette de Markala. Des prestations qui ont fait étalage du riche potentiel artistique et culturel des ethnies Bozo et Somono. La région militaire de Kati, en collaboration avec l'association des femmes des camps,
a également organisé hier après-midi une manifestation dans le cadre de l'indépendance de notre pays. Le reportage de Abdrahman Mega. Après sa victoire contre les djihadistes et les narcotrafiquants au nord du Mali, l'armée malienne se sent de plus en plus mieux pour faire face à sa mission régalienne de sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Raison pour laquelle les festivités de ce 53e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance ne peuvent se passer en silence dans les différentes casernes militaires. Le Mali a été indépendant jadis, mais je trouve qu'aujourd'hui encore le Mali est encore une seconde fois indépendant. Alors la simple raison, les élections ont permis aux Maliens cette fois-ci d'élire librement un président de leur choix, ce qui est encore une autre forme d'indépendance. De deux, un territoire aux 2 tiers occupé, et actuellement nous sommes jusqu'à Kidal, donc ça c'est encore une autre indépendance. Et l'appel que j'ai à lancer aux Maliens, c'est de s'unir comme un seul homme encore. Avec une élection de 77,7% de voix, je pense bien que si ce même peuple s'unissait autour du même président, pour les mêmes idéaux, le pays peut aller de l'avant. Ce 22 septembre 2013 a été un moment idéal pour la grande famille militaire de se retrouver pour fêter avec faste l'événement. Comme les chasseurs l'ont dit, c'est l'union qui fait la force. Il faut toujours se regrouper. Après les moments de turbulence, l'armée démontre une fois de plus son engagement à soutenir les plus hautes autorités de notre pays dans leur combat. Un chantier dont la réussite, selon elle, passe forcément par l'unité, la réconciliation nationale devant aboutir à la reconstruction des Mali de paix. Et toujours dans le cadre du 20 septembre, le journal Le Challenger vous offre demain dans vos kiosques ce numéro spécial 22 septembre avec, vous le voyez en titre, une interview de Seydou Badian, écrivain et ancien ministre sous Modibo Keïta. Ce numéro spécial du Challenger dans vos kiosques est disponible demain. Arrivé ce lundi à Médine, Arabie Saoudite, du premier avion des pèlerins de la filière gouvernementale, ils ont déjà effectué leur prière à la mosquée du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Nos envoyés spéciaux sont Nyanza Dambélé, Nyanza Koulibaly, Abdrahman Keïta et Ibrahima Touré. Après un vol d'environ 6h20 sans escale, les premiers pèlerins maliens de la filière gouvernementale sont effectivement arrivés ce lundi à Médine à 3h du matin, heure locale, soit 0h à Bamako. Aussitôt après les formalités d'entrée à Médine et d'hôtel, les pèlerins du premier vol de la filière gouvernementale sont allés effectuer leur première prière matinale à la mosquée du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. S'agissant des conditions de voyage, le vol n'a connu aucun problème. Quant à l'hébergement et à la restauration, quelques petits désagréments certainement passagers. À ce sujet, le délégué général se veut rassurant. À l'arrivée des pèlerins, en ce qui concerne l'hébergement, comme l'arrivée a eu lieu à 3h du matin, il y a eu des petits changements à apporter en ce qui concerne l'installation des pèlerins. Changements qui ont été apportés ont porté sur le changement de palier qui est dû à notre logeur de Médine. Donc, mais quand nous avons pris connaissance de ces changements, nous avons pris les dispositions. Et pour mettre en application ces dispositions, c'est ce qui a un peu causé le désagrément, ce que vous appelez désagrément. Immédiatement, on a réuni les membres de la commission, y compris de la sous-commission hébergement, et même l'ensemble des délégués qui sont actuellement arrivés pour justement dégager les solutions idoines aux différents désagréments qui se rapportent principalement à l'hébergement. Voilà donc nos envoyés spéciaux, Nyanza Koulibaly, Abdrahman Keïta et Ibrahima Touré, qui nous donneront les nouvelles tout au long de ce mois de pèlerinage ou de prière, disons. Et ce communiqué, toujours dans le cadre du pèlerinage, le directeur général de la maison du Hadj convie les pèlerins du 3e avion de la filière gouvernementale à se présenter à la maison du Hadj, assise au Centre culturel islamique de Amdalaï, le mardi 24 septembre 2012 à partir de 10h pour les formalités de départ. Le décollage de l'avion est prévu pour 15h30.
La bonne connaissance des ressources en eau de surface et souterraine est à l'ordre du jour d'un atelier sous-régional qui a ouvert ses portes ici à Bamako. Plusieurs pays de la sous-région sont représentés à l'atelier dont l'objectif est de coordonner les efforts pour une meilleure utilisation des eaux. Le compte-rendu de Batraoré. La gestion intégrée des eaux souterraines occupe une place importante dans la plupart des pays d'Afrique. Le présent atelier vise la formation des usagers du bassin du Niger sur la question. Les objectifs de cet atelier sont multiples. Entre autres, on peut citer, n'est-ce pas, un partage de connaissances entre les acteurs qui travaillent dans le domaine de l'eau pour une meilleure connaissance des ressources en eau souterraines, qui sont en fait des ressources, comme on a l'habitude de dire, invisibles. Les eaux souterraines jouent un rôle très important en fait dans l'écosystème, dans le maintien des eaux de surface. Au Mali, près de 70% de l'eau potable proviennent des eaux souterraines, d'où l'importance des ateliers. Je me félicite de la tenue de cette formation sur la gestion des ressources en eau souterraines, compte tenu de l'importance de la gestion intégrée des ressources en eau dans le contexte actuel de pénurie d'eau, de dégradation de la qualité des ressources et des changements climatiques dans la sous-région ouest africaine en général et au Mali en particulier. Les 25 participants à l'atelier sont du Mali, du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Guinée-Conakry, de Madagascar et du Sénégal. Après Bamako, c'est le Niger qui accueille la deuxième édition de la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA. En prélude à l'événement, une mission nigérienne a rencontré les membres du collège transitoire du Mali. La rencontre avait pour but de donner l'information aux opérateurs économiques du Mali sur les conditions de participation. Mamour Sidibé. Au cours de cette rencontre d'information, il s'agissait pour la mission nigérienne de sensibiliser les membres du collège transitoire du Mali sur les conditions de participation à la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA. Une foire qui sera organisée à Niamey du 13 au 22 décembre prochain. Les conditions de participation ont été définies et arrêtées dans un document que nous avons mis à la disposition de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Je profite de cette occasion pour vous dire qu'en marge de la foire, un forum sera organisé sur l'intégration économique régionale à travers le développement des échanges pour voir quelles sont les différentes entraves pour le développement des échanges. Les opérateurs maliens qui ont organisé la première édition de cette foire ont voulu savoir à quand la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace UEMOA, le délai d'inscription des participants. Nous allons continuer à lancer une campagne de promotion de cette foire régionale qui se tiendra en décembre pour que la participation malienne soit le record de toutes les participations de la sous-région. Les Nigériens sont intéressés par l'expérience malienne pour une bonne réussite de l'organisation de cette deuxième édition. C'est pourquoi la mobilisation des opérateurs économiques des pays de l'UEMOA, du Nigeria et du Ghana pour une participation massive fait partie des objectifs de cette mission d'information et de sensibilisation. Près de 20 000 tonnes de mangue pour une valeur marchande de 10 milliards de francs CFA pour la campagne 2013 en région de Sikasso. L'information a été donnée par le comité régional de l'interprofession de la filière mangue à l'ensemble des acteurs impliqués. De Sikasso, Daouda Diakité. En invitant les acteurs impliqués dans la production, la transformation et l'exportation de la mangue, le comité interrégional de la filière mangue de Sikasso entend partager les résultats de la campagne 2013. Cette année, je peux vous dire que nous avons fait plus de 20% plus que l'année dernière, c'est-à-dire que plus de 20 000 tonnes de mangue fraîche, et plus de 4 000 tonnes de mangue purée et 18 tonnes de mangue séchée. Donc plus de 10 milliards de francs ont été obtenus pour cette campagne mangue. Des résultats obtenus grâce au dynamisme des acteurs du secteur, mais surtout sa ferme volonté de diversification des marchés malgré la crise que le pays a connue. Les informations ainsi portées à l'appréciation de l'ensemble des acteurs de la filière mangue de Sikasso devront contribuer à enrichir les données pour la rencontre nationale prévue à Bamako en octobre prochain. La rencontre mangue nationale doit se tenir et chaque région est tenue à faire des bilans et également dégager des perspectives pour la campagne prochaine.
La mangue constitue une véritable source de revenus pour l'économie de la région, voire du pays, au regard des opportunités liées à la filière, dira le directeur du cabinet du gouverneur de la 3e région, Sidi Konaté, avant de rassurer le comité régional de l'interprofession de la filière mangue de tout l'accompagnement des autorités régionales pour l'essor continu de la filière mangue en 3e région. Célébration samedi de la Journée internationale de la paix à Baguineda. Le thème retenu pour cette journée est le football facteur de paix. Des dons d'une valeur de 16 millions de francs CFA ont été offerts. Fatoumata Kone. Membre de l'organisation Peace on Day, le Centre for Up célèbre chaque 21 décembre la Journée internationale de la paix. Journée marquée cette année par des prestations artistiques sur la paix, des matchs de football et des remises d'équipements. Des gestes qui montrent que la paix n'est pas un vain mot, elle se justifie à travers les comportements de tous les jours. Dans notre contexte actuel, quel contenu pour la paix, afin de pouvoir éduquer les enfants avec. Et notre thème de cette journée aujourd'hui, football facteur de paix pour le respect des autres et du monde dans lequel nous vivons. Le choix de ce thème parce que le centre dont nous sommes actuellement, c'est un centre de football for hope. C'est un centre d'insertion socio-économique et culturelle à travers le pouvoir du football. Occasion idéale pour l'inauguration de 2 nouveaux bâtiments du Centre for Up. Il s'agit de l'atelier de couture et de l'unité de transformation. L'atelier de couture baptisé Mariam Kaidama contient 10 machines à coudre d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Quant à l'unité de transformation de sésame, Mariam Nene Koita, elle est composée de 2 machines de transformation du sésame, d'une valeur de 6 millions de francs CFA. À tout ceci s'ajoute le fonds Revolding offert aux femmes de Baguineda. C'est un fonds qui permet aux femmes d'améliorer leur petit commerce. La conférence débat sur le football facteur de paix et 2 matchs de football ont mis fin à la célébration de la Journée internationale de la paix à Baguineda. Le marcheur Abdraman Sanogo, qui a pris le départ à Fourou, région de Sikasso, le 31 juillet dernier, est arrivé à Bamako hier vers 17h. Il a été accueilli à Faladier par les responsables du mouvement volontaire de soutien à Ibrahim Boubacar Keïta. Le compte rendu de Nouhoum Sissoko. Nous sommes à la Tour de l'Afrique à 16h57 quand le marathonnier Abdraman Sanogo, 26 ans, est arrivé. À l'accueil, les responsables et militants du mouvement volontaire pour soutenir Ibrahim Boubacar Keïta, MVS IBK 2012, auquel il appartient. Abdraman Sanogo a parcouru plus de 500 km de Fourou, région de Sikasso, à Bamako, histoire d'honorer un engagement. J'avais promis à Dieu et à M. Boukari Fofana, le président du MVS IBK 2012. Quand IBK sera le président de la République, je marche de Fourou à Bamako. Pour les responsables du MVS IBK 2012, il s'agit d'un acte citoyen. Son geste est patriotique, vraiment patriotique. Au niveau du bureau politique du Rassemblement pour le Mali RPM, une telle action est saluée. Quand un citoyen comme Sanogo, loin des décisions politiques, loin de la crème officielle, qui pose un acte comme ça, c'est une interpellation très forte, très profonde à l'endroit des acteurs publics. Et donc nous saluons cet acte patriotique de bonne citoyenneté et nous saisissons la portée en tant que leçon, en tant que conseil aux décideurs. Le MVS IBK 2012 a été créé en 2010. Aujourd'hui, on compte environ 500 sur le pays et ailleurs. L'école Marcatier Tangara de Touna, dans le cercle de Bla, a 50 ans. La fête, les festivités commémoratives de ce cinquantenaire couplées à la cérémonie de baptême de l'école se sont déroulées dans la localité. Le compte rendu de Foussé Nigara. C'est en marge des festivités du 22 septembre de 2013 que la mairie de la commune rurale de Touna et l'association des ressortissants de Touna à Bamako ont décidé de célébrer les 50 ans de leur école. Manifestations folkloriques, jeux divers et messages, bref, rien n'a été négligé pour rendre la fête belle. Créée en octobre 1962, avec seulement 32 élèves, aujourd'hui l'école enregistre des milliers d'enfants avec 2 premiers cycles et 2 seconds cycles. Le sentiment que moi j'ai aujourd'hui, je suis comblé, totalement comblé. Et surtout moi, qui a été recruté tout récemment
en 1976 et que moi j'ai eu la chance d'être le premier député de cette école. Vraiment, moi, je n'ai pas de mots à dire. En 50 ans, l'école de Touna, qui porte désormais le nom de Markatié Tangara, ancien chef de village de Touna, a produit des cadres dans tous les domaines et qui servent aujourd'hui dans l'administration malienne. Beaucoup d'enfants aujourd'hui vont à l'école. Si au départ, les gens ne connaissaient pas l'importance de l'école, elle était d'ailleurs obligatoire dans ses premières heures. Mais aujourd'hui, pratiquement tous les villages de la commune ont leur école. Le sous-préfet de Touna, tout en saluant les initiateurs de ce cinquantenaire du groupe scolaire Markatié Tangara, a rendu un hommage particulier au personnel enseignant pour son dévouement dans l'encadrement des enfants. Il s'agit donc pour vous de continuer, à mon humble avis, à discipliner les comportements face au nouveau contexte national et international. On note enfin que cette cérémonie a été un moment de reconnaissance envers les personnes qui ont œuvré pour l'épanouissement de l'école de Touna dans le cercle de Bla. Il y a quelques jours, nous vous parlions des infections de la prostate. Aujourd'hui, Focus Santé aborde deux autres maladies de cet organe vital pour l'homme. Il s'agit de l'adénome et du cancer de la prostate. Les détails, c'est tout de suite avec Tessera Dambélé. La prostate étant composée de cellules, elle peut être victime du développement anormal de celle-ci. Il peut s'agir soit de l'adénome ou du cancer selon que la tumeur sera bénigne ou maligne. Ces affections de la prostate peuvent passer inaperçues, ce qui va permettre à la maladie de progresser. Le cancer de la prostate à partir des cellules épithéliales est la seconde maladie qui vraiment atteint la prostate. Cet épithélium dont je vous parle là, qui peut être au point de départ du cancer, il est le point de départ d'une tumeur aussi, liée à une prolifération anarchique aussi, mais Dieu merci, cette prolifération anarchique n'a pas les caractéristiques d'un cancer. Un cancer, c'est quoi? C'est des cellules qui sécrètent, qui ont un métabolisme anarchique, qui n'est plus en harmonie avec le métabolisme de l'organisme d'une manière générale. Mais il y a des cellules épithéliales aussi qui vont se soumettre à une métaplasie aussi pour donner une tumeur, c'est-à-dire une accumulation de cellules, mais qui ne sont pas, qui sont une tumeur, mais qui ne sont pas une tumeur maligne. Donc, au niveau de la prostate, la prolifération des cellules va donner une tumeur. C'est une accumulation de cellules. Mais cette accumulation de cellules peut avoir une évolution bénigne. C'est ce qu'on va appeler l'adénome de la prostate. Et si c'est le cancer, c'est ce qu'on va dire adénocarcinome de la prostate. L'adénome de la prostate est une augmentation de l'organe à partir de la quarantaine, appelée aussi hypertrophie de la prostate. Elle est diagnostiquée chez 85% des personnes âgées. Elle est un des éléments de l'andropause. L'adénome de la prostate n'épargnera aucun homme. Tous les hommes, après 50-60 ans, si on examine leur prostate, on trouvera des éléments adénomatés ou carcinomatés. Donc, on ne peut pas prévenir. C'est l'histoire naturelle même de l'homme comme ça. Le Mali dispose de tous les moyens humains et matériels pour prendre en charge l'adénome de la prostate dans toutes ces régions. L'hôpital du Point G dispose de la dernière technologie nécessaire dans la prise en charge de la prostate. Nous, à l'hôpital du Point G, nous avons la nouvelle technologie, même qu'on ne trouve pas dans certaines cliniques en France. Réséquer la prostate dans du sérum salé. On réséquait avant la prostate dans les glycocoles. Les glycocoles, c'est un produit qui est cher. Et ça avait limité nos activités. Mais aujourd'hui, nous avons des générateurs, un Storch et un Olympus, et tous les matériels et tout l'équipement pour faire la résection endoscopie. Ça veut dire opérer la prostate sans ouvrir la vessie. On t'opère, 2-3 jours après, l'hémostase est finie, tu vas à la maison. Des outils qui, dans d'autres pays, sont disponibles uniquement dans le privé.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, vous retrouverez Khadija Toukori. Je serai là à 18h et 20h. Excellente nuit à tous.